Donc, Mathilde, je te laisse donner les quelques consignes. Oui. Eh bien, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là pour le milieu scolaire et la fiche pratique qui en parle. On demande à tout le monde d'avoir caméra fermée, micro fermé. Il va être possible de communiquer avec nous via les questions-réponses en bas dans le Zoom ou bien dans le chat. On va essayer d'y répondre tout au long, mais il y aura aussi une période de questions à la fin. Suite au webinaire, on va vous envoyer un lien vers la rediffusion du webinaire et aussi un lien vers la fiche pratique pour que vous puissiez la télécharger en PDF. Puis aujourd'hui, je suis avec Équiterre, avec Dominique d'Équiterre et Maude Rousset-Beauson, stagiaire chez Équiterre, pour vous faire la présentation, et on aura aussi un invité un petit peu plus tard. Voilà. D'accord. Donc, moi, je prends le micro pour vous donner un petit aperçu là, du projet en général. Donc, la recette clé pour un approvisionnement local éco-responsable dans les institutions du Québec, c'est une série de 8 fiches, donc qui comprend une fiche d'introduction un peu plus globale sur le projet et puis sur cette tendance. Ensuite, on a une fiche par milieu, que ce soit le milieu de la petite enfance, scolaire, collégiale, universitaire, de la santé et du travail, ainsi qu'une marche à suivre ciblée là, pour les entreprises de gestion de services alimentaires qui le font de manière en gestion contractuelle. Le but de ces outils-là, c'était vraiment de justement fédérer l'information, l'expérience, la rassembler pour justement pouvoir inspirer, susciter les institutions à s'engager dans cette voie-là et d'avoir un outil sous la main. Donc, on a vu qu'il y a possibilité d'être accompagné, on en parler un peu plus tard, mais le fait d'avoir un outil de démarrage, c'est un peu l'idée avec les fiches. On voulait aussi justement le faire par secteur parce que chaque milieu a ses spécificités. Donc, dans chacune des fiches, il y a des informations qui sont plus justement ciblées. Mais on a quand même eu l'occasion de rencontrer plusieurs gens de différents milieux. Donc, l'expérience des autres milieux a pu enrichir le contenu de chacune des fiches, ce qui est quand même important à mentionner. Un petit truc avant de commencer sur le milieu scolaire. Donc, c'est un milieu qui présente différents types d'approvisionnement et de services alimentaires. Donc, on a voulu cibler des milieux qui présentent des services alimentaires externes de type traiteur, parce que dans d'autres fiches, justement, il y a d'autres éléments qui sont présents plus au niveau de la gestion contractuelle ou de l'autogestion. Donc, la fiche aujourd'hui, on va vous présenter les sections. Donc, c'est pertinent pour tous ceux qui y assistent, même si votre service n'est pas exactement comme ce que je viens de mentionner. Par contre, dans la fiche, on vous réfère selon votre mode de gestion à certaines informations dans d'autres fiches qui vont pouvoir compléter l'information qu'on va vous donner aujourd'hui. Mais comme je vous disais, le but, c'est vraiment d'explorer la fiche avec vous, de lui présenter les sections pour vous inciter à la consulter et aller plus loin dans votre démarche avec la fiche format PDF ou télécharger selon votre intérêt. Donc, maintenant, je vous introduis à Mathilde, qui est la coordonnatrice du programme Aliments du Québec au menu, qui va vous présenter brièvement son organisation. Ensuite, ça sera mon tour. Mathilde. Oui, bonjour. Oui, c'est ça. Donc, Mathilde, Aliments du Québec au menu pour le programme Aliments du Québec au menu. Donc, Aliments du Québec, c'est une grande organisation qui travaille avec des marques de certification que vous avez sûrement déjà vues passer, Aliments préparés, Aliments du Québec et des déclinaisons bio. On avait une envie de pouvoir offrir les produits du Québec dans toutes les occasions. Puis en 2014, est né le programme Aliments du Québec au menu, tout d'abord pour la restauration avec l'Association Restauration Québec. Ensuite, en 2016, avec l'approche d'Équiterre et leur collaboration, on a ouvert le volet Aliments du Québec au menu pour les institutions. Les institutions, c'est une grande vitrine, c'est beaucoup de gens, beaucoup de repas. Puis, on trouvait que c'était quand même important là, que les Aliments du Québec fassent leur marque. Donc, nous, on est vraiment là pour l'expertise au niveau des produits, mais aussi pour servir de levier aux différentes initiatives, puis aussi pour essayer le plus possible d'accompagner les institutions à travers tous ces outils et toutes ces informations. On travaille beaucoup de pair avec Équiterre, d'ailleurs, pour ça. Et je vais laisser Dominique présenter Équiterre. Donc, notre organisation propose des solutions concrètes pour accélérer la transition vers une société où les citoyens, les organisations, les gouvernements font des choix écologiques qui sont aussi sains et équitables. Mais de plus spécifiquement, depuis près de 20 ans, on travaille beaucoup en alimentation, en agriculture aussi, mais surtout pour favoriser
l'alimentation saine, locale, éco-responsable dans les institutions. On a fait des projets avec différents secteurs, que ce soit le milieu de la petite enfance, des écoles primaires, secondaires et même des établissements de santé, et aussi les établissements collégiaux et universitaires. Donc, à travers nos différents projets, soit d'accompagnement ou la réalisation des fiches, et plus récemment, un projet de communauté pratique qui s'en vient. Donc, on a travaillé de concert, comme on l'a dit, avec Aliments du Québec pour réaliser ces fiches-là. On est très fiers de vous présenter aujourd'hui. Alors, je vais commencer à vous parler des fiches, du contenu vraiment des fiches. Donc, chaque fiche, dont celle sur le milieu scolaire, commence par une explication du secteur et de son service alimentaire. Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, je vais juste vous parler des différentes icônes que vous allez pouvoir trouver tout au long de la fiche et que vous allez aussi pouvoir trouver tout au long de cette présentation. Donc, les 4 icônes qui sont sur la première ligne que vous pouvez voir maintenant à l'écran, ce sont toutes des icônes qui font référence à des ressources que vous pouvez trouver dans la dernière page de la fiche. Donc, ce sont des ressources qui peuvent vous aider dans votre démarche. Par exemple, la première icône avec la main, dès que vous allez la trouver dans la fiche ou dans la présentation que vous allez voir maintenant, ça va vous permettre de vous référer à un certain nombre de programmes qui pourront vous accompagner dans votre démarche. La deuxième icône fait référence à des répertoires, donc à des listes, notamment d'aliments, mais aussi de réseautage, qui peuvent aussi vous aider. La troisième icône fait référence à des outils pratiques. Et la dernière a des documents de référence, notamment de la littérature, aussi des documents gouvernementaux qui peuvent vous aider. Concernant les 2 icônes que vous trouvez sur la seconde ligne, dès que vous allez les voir, généralement, ça va être lorsqu'on va vous parler de milieux inspirants, c'est-à-dire d'exemples de milieux scolaires qui ont déjà mis en place un service alimentaire local et éco-responsable. Ça va vous indiquer si leur service alimentaire est en autogestion, donc avec la première icône, ou en gestion contractuelle avec la deuxième icône. Donc maintenant, je vais vous parler du secteur en lui-même, donc le milieu scolaire. C'est un secteur qui est vraiment très important, qui compte 3119 établissements scolaires rien qu'au Québec. Donc c'est vraiment un secteur important au Québec. Il y a 72 centres de services scolaires qui regroupent à la fois des écoles primaires, mais aussi des écoles secondaires, des écoles mixtes. On appelle écoles mixtes des écoles qui sont à la fois primaires et secondaires, qui offrent les deux. Aussi des centres de formation professionnelle et des centres d'éducation pour adultes. Et en plus de tout cela, il y a aussi des écoles privées pour tous les niveaux. On en compte 346 au Québec. Donc si on rassemble le réseau public et le réseau privé, en 2018 et en 2019, ça regroupait vraiment un nombre très important d'étudiants, puisqu'on arrivait à 1 347 541 élèves. Donc là, vous vous rendez compte du secteur dans lequel vous êtes, qui est vraiment un secteur très important et qui donc peut aussi avoir vraiment un impact aussi important en allant vers un service alimentaire local et éco-responsable. Concernant l'organisation même du secteur alimentaire, du service alimentaire, de ce milieu scolaire, c'est un fonctionnement qui est assez complexe, notamment parce qu'il est très diversifié. Ici, je vais juste vous présenter brièvement comment il s'organise, comment ça se passe au niveau du primaire et au niveau du secondaire. Dans les 2 cas, on a des services qui sont principalement offerts le midi. Pour le primaire, ce sont des services qui sont aussi proposés parfois lors du service de garde, sous forme de collation, soit dans les blocs du soir, soit lors de journées pédagogiques. Et pour les écoles qui sont visées par une mesure d'aide alimentaire, parfois il y a l'offre aussi de collation. Pour les écoles secondaires qui, elles, sont visées par la mesure d'aide alimentaire, ce ne sont pas des relations, mais plutôt des cartes repas prépayées qui sont proposées aux élèves. Et pour tout ce qui est petit déjeuner et collation, c'est souvent les cafétérias qui s'en chargent. Concernant l'organisation même, on a beaucoup plus souvent, dans une large majorité, dans 71% des cas, un service alimentaire qui est en gestion contractuelle et seulement dans 29% des cas, un service alimentaire qui est en autogestion. Une des raisons principales, qui n'est pas la seule, mais qui est quand même importante, notamment pour les écoles primaires, la raison d'avoir une plus grosse proportion de services alimentaires en gestion contractuelle, c'est que les écoles n'ont pas forcément de cuisine sur place, n'ont pas forcément le matériel, l'espace pour. C'est pour ça qu'elles font plus souvent appel à un service externe.
ce qui complique aussi la chose, c'est que ce sont souvent des services donc, qui sont très variés, qui peuvent aussi bien être des services avec des cafétérias qui sont gérés au sein de l'école, donc autogérés, ou alors des cafétérias qui sont opérées par un concessionnaire externe, ou encore ça peut être des traiteurs qui sont internes ou externes, et eux-mêmes peuvent être homologués ou non. Dominique va y revenir dans un instant. Et il peut aussi y avoir des programmes complémentaires. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup il y a un éventail de services très important. Ce qu'on appelle programmes complémentaires, ça va être des programmes avec, par exemple, le club des petits déjeuners ou écolation. Maintenant, je vais laisser la parole à Dominique, qui va vous parler encore plus de ce système assez complexe. Donc, ce qui s'ajoute à la complexité, donc, le fait que le milieu scolaire fait partie de ce qu'on appelle les institutions publiques. Donc, pour les institutions publiques, les achats regroupés sont encouragés. C'est certain que là, ça s'applique beaucoup à tous ceux qui sont en autogestion. Donc, au niveau de l'alimentation, ça peut varier d'un endroit à l'autre. Donc, lorsqu'on est en autogestion, l'approvisionnement alimentaire peut être centralisé au niveau du centre de service scolaire ou décentralisé, donc dans chacune des écoles, selon les régions ou en tout cas l'organisation scolaire dans les différents milieux du Québec. Quand on est en gestion contractuelle, donc là, à ce moment-là, l'approvisionnement passe aux mains des fournisseurs de services alimentaires, ce qui veut dire qu'on a un peu moins d'emprise sur ce qui est acheté, mais on a un peu plus d'emprise sur qui on peut sélectionner comme fournisseur de services alimentaires. Donc, ce qui vous montre qu'il y a quand même beaucoup de réalités qui sont à tenir compte au niveau de l'approvisionnement dans ce secteur-là. Pour ce qui est de ce qu'on va parler un petit peu plus précisément dans les prochaines étapes, pour le choix du traiteur externe, encore là, ça peut fonctionner de différentes manières. Au niveau centralisé, bon, à ce moment-là, les traiteurs externes peuvent être présélectionnés, approuvés, recommandés, c'est ce qu'on appelle homologués là, par les centres de services scolaires. Puis ensuite, le choix revient dans cette liste-là au conseil d'établissement ou peut-être à la direction selon les endroits. Mais donc, ils doivent choisir parmi cette banque-là. Au niveau décentralisé, dans certaines régions ou ailleurs, donc là, ça peut revenir vraiment au conseil d'établissement de choisir le traiteur pour l'école en respectant la politique cadre, là, qui est la grande politique pour tout le milieu scolaire, qui s'appelle pour un virage santé à l'école ou pour en répondant à d'autres valeurs de l'école ou choix qu'il veut faire. Donc, ça, c'est quelques éléments supplémentaires. Donc, maintenant, si on veut rentrer dans la recette de base, dans chacune des fiches, on présente un peu les ingrédients propres au secteur là, qui peuvent justement influencer sur la réussite de telle démarche. Quand on parle des leviers, on va parler de différentes choses en milieu scolaire, donc la mobilisation de l'ensemble des acteurs. Comme on l'a mentionné, il y a différents acteurs qui peuvent jouer. Donc, on a le service de garde, la direction, l'équipe école, le conseil d'établissement qui regroupe un peu tous ces gens-là. Donc, si la mobilisation de l'ensemble des acteurs concernés ou responsables de la décision est là, c'est favorable. La concertation, donc, ça veut dire d'être capable de bien communiquer entre tous ces réseaux-là, d'avoir une volonté d'encourager les entreprises locales, parce que comme dans le choix de traiteur, c'est sûr que c'est des entreprises locales, mais après ça, d'aller choisir des entreprises qui favorisent justement ce type d'approvisionnement-là, il faut les trouver. Pour ce qui est de l'engagement, de la collaboration des fournisseurs locaux, exactement. Donc, ce que je disais, on les choisit, mais il faut que ces gens-là soient aussi impliqués dans une telle démarche, ce qui va aider beaucoup à aller plus loin en ce sens-là. Puis quand on parle du support de la communauté, là, ça peut être sous forme de bénévolat, de dons pour faciliter l'implantation ou en tout cas la collaboration avec le fournisseur alimentaire pour aller justement l'aider dans ces démarches-là, si possible. Pour ce qui est des défis, ça a été mentionné dans tous les secteurs, donc le manque de temps, de ressources. C'est pour ça que quand on parlait du support de la communauté, c'est pas fou. Pour ce qui est de la complexité, de la diversité du système alimentaire, on vous en a dressé un portrait, ce qui reste quand même un défi. Au niveau du coût repas, donc il doit respecter la capacité de payer de l'élève, ce qui est important dans les changements qu'on peut faire au niveau du service alimentaire. Le coût repas va rester un élément central. Aussi, on veut répondre dans ces services-là aux habitudes alimentaires. Donc, selon les habitudes alimentaires de notre communauté étudiante, élèves et parents, donc, ce qu'on veut proposer, bien, ça doit aussi répondre à ce qu'ils aiment, à ce qu'ils veulent manger. Donc, il y a tout ça à concilier. Et en plus des normes sanitaires élevées, donc au niveau des allergènes en milieu scolaire, mais aussi de la manutention. Si on pense aux collations, on veut pouvoir distribuer des collations où il n'y aura pas trop de touche-à-tout, les enfants sont petits, les normes, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, ça, c'est au niveau des défis. Donc, pour ce qui est des étapes de préparation, donc dans chacune des fiches, vous allez retrouver différentes étapes proposées pour justement réussir à
à augmenter votre approvisionnement local au niveau des services alimentaires. Puis là, dans ce cas-ci, c'est les différentes étapes en lien avec le choix et la collaboration avec le service traiteur. Un peu plus loin, Mathilde va vous parler des étapes qui pourraient être propres à justement une entreprise de gestion des services alimentaires ou même en autogestion qui est très semblable. Donc, ça va être un petit peu plus tard dans les étapes, mais pour ces premières étapes, c'est moi qui vais vous en parler. Donc, une chose qu'il faut savoir, c'est qu'on a on a décidé d'un ordre en fonction des expériences vécues sur le terrain, puis en fonction de ce qu'on a recensé comme expérience intersectorielle. Par contre, les étapes peuvent être interchangeables selon vos priorités ou selon où vous êtes déjà rendu dans ces étapes-là. Alors, première étape qu'on vous propose, donc, de créer un comité de travail spécifique au sein du conseil d'établissement, toujours dans l'idée d'aller chercher un traiteur là, qui correspond à vos attentes. On a parlé des différents acteurs, donc là, c'est le moment justement de les rassembler puis de définir les rôles de chacun puis d'élaborer un plan de travail. Ensuite, une autre étape qui peut être intéressante, on a une invitée qui va nous parler tout à l'heure de programmes d'accompagnement de reconnaissance qui existent. Ça peut être une étape d'aller chercher le soutien d'un organisme externe dans nos démarches pour nous permettre là, justement de mieux structurer la démarche. Et d'apprendre puis d'être en réseau avec d'autres écoles qui ont cette expérience-là. Pour ce qui est de l'aspect service alimentaire, l'école ne pourra pas être reconnue, par exemple, par Aliments du Québec parce que ce serait plutôt au service traiteur de l'aide. Mais par contre, dans le cadre d'une autogestion, l'école pourrait aller chercher justement cette reconnaissance-là. Sinon, au niveau de définir ses attentes, donc là, vraiment, c'est le moment justement de décider ce qu'on veut mettre de l'avant dans le choix de notre fournisseur alimentaire. Pour ça, on peut se baser sur les valeurs de l'école, les politiques, s'il y a lieu, mais aussi d'aller sonder justement la clientèle, donc les parents et les élèves, pour voir quelle ouverture il y aurait, qu'est-ce qui serait à privilégier, en s'inspirant aussi de ce qui se fait ailleurs. Donc, s'il y en a des écoles autour de vous ou avec lesquelles vous pouvez être mis en lien, qui ont déjà fait ce processus-là, ça peut vous aider en voyant quelque chose de concret pour aller dans ce sens-là. D'analyser, on a déjà souvent un service en place avec lequel on doit travailler, donc d'analyser l'offre en place, comment elle répond déjà à ce que vous cherchez et qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Donc, ensuite, vous allez voir dans la fiche, il y a beaucoup plus de détails sur quelles sortes de critères on peut inclure dans un processus comme celui-là et d'aller un peu plus loin justement en créant une charte de critères à privilégier. Donc, je n'irai pas dans tous les détails maintenant, mais au sein de la fiche, vous avez toutes sortes de questions à vous poser justement pour arriver à définir cette charte-là, puis d'évaluer les différentes offres en fonction de cette charte-là. Ensuite, comme on disait, on fait toujours un petit pont vers les autres types. Si vos traiteurs sont homologués par le centre de services scolaires, vous pouvez peut-être faire des recommandations, des commentaires, peut-être encourager les services traiteurs que vous avez trouvés qui ne sont pas déjà homologués à éventuellement soumettre leur candidature au moment dans le prochain appel d'offres, quelque chose comme ça. Sinon, on travaille avec le fournisseur en place. Donc, l'important de développer une relation, une communication avec le service traiteur en place, de l'encourager, lui, à joindre une démarche structurante, comme on l'a dit, un programme d'accompagnement, et à l'aide de ce qu'on disait, les comités bénévoles, etc., peut-être proposer de l'aide, des ressources pour certains aspects qui seraient peut-être un peu plus difficiles à travailler. Donc, voici l'ensemble des étapes plus service traiteur. Maintenant, justement, pour aider ce service traiteur-là dans ses démarches, il existe, comme je vous disais, une fiche qui est une marche à suivre spécifique. Puis je vais laisser Mathilde la présenter. Oui, bonjour, c'est ça. Fait qu'on a beaucoup de gestionnaires de services alimentaires qui se retrouvent dans les écoles. Puis, c'est sûr là, que c'est un peu les mêmes choses qui vous sont demandées, mais avec votre perspective qui est un petit peu différente. Il reste que c'est important de bien s'entourer. La majorité d'entre vous sont déjà, pour la plupart, reconnus au programme, mais ça serait d'Aliments du Québec, donc ça serait de l'utiliser, vraiment de maximiser et aussi de s'afficher. C'est important pour les écoles de connaître qu'est-ce que vous offrez, à quoi vous adhérez, quelles sont vos valeurs. Si de votre côté, vous êtes capable déjà d'avoir en main une analyse de vos menus et de vos processus d'achat, aussi, ça peut vraiment aider là, à intégrer les produits qui vous seraient demandés par un établissement scolaire. Ça vous permet aussi de sensibiliser vos fournisseurs parce que, vous êtes parfois adhérent à un programme où
l'alimentation scolaire, c'est important qu'elle soit locale, saine et éco-responsable. Donc, c'est important de vous positionner quand vous êtes un fournisseur de services alimentaires au niveau de vos fournisseurs en disant que vous approvisionnez quand même un milieu très important. Faut vraiment sensibiliser votre équipe de travail. C'est sûr que c'est pas toujours facile. Si possible, c'est toujours hyper pertinent qu'il y ait une personne de votre service de gestion qui soit présente pour les comités de suivi à l'interne de l'école. Il y a des belles choses qui se passent quand ces deux sphères-là se parlent, là, rendues dans les comités. Souvent, l'école, elle a des choses planifiées, des élèves bénévoles qui veulent poser des actions au niveau de l'alimentation locale et éco-responsable. Donc, pour les gestionnaires, ça serait comme vraiment bien de se tourner aussi vers l'établissement scolaire et de connaître un peu qu'est-ce qu'ils font, puis de participer à des événements comme, disons, les fêtes des récoltes ou les journées, les institutions mangent locales. Les employés, c'est eux qui sont aussi en contact direct avec les étudiants, donc c'est très intéressant là, qu'ils connaissent qu'est-ce qu'ils offrent. Aussi, bien, faites partie des politiques alimentaires dans la rédaction ou d'être ajouté. Donc, c'est important que les valeurs et les principes qu'il y a dans une politique alimentaire scolaire soient respectés quand vous faites votre offre de service. Quand on va envoyer les liens vers les fiches, vous allez pouvoir trouver la fiche pratique pour la marche à suivre pour un gestionnaire où on vous donne quelques trucs. C'est sûr qu'on parle d'un service qui ferait une gestion d'un établissement, peu importe, mais c'est à vous de l'adapter là, quand vous êtes avec un établissement scolaire, avec peut-être les informations justement qu'il y a dans la fiche établissement scolaire pour bien répondre aux demandes de l'autre côté. Voilà. Oui, une petite dernière étape qui vient en dernier. Donc, on a vu dans les milieux scolaires beaucoup d'occasions d'intégrer des activités éducatives participatives en lien avec l'alimentation qui peuvent être un plus dans le cas où on cherche à s'approvisionner davantage localement, mais de faire le pont avec l'éducation, la sensibilisation qu'on peut faire avec ça. Donc, il y a des écoles qui ont mis en place des activités de production de fruits, de légumes, des activités culinaires qui font le pont justement avec ces valeurs-là. Et puis, ça peut même être au niveau du service de garde dans les activités parascolaires que ça peut s'intégrer. Donc, c'est un truc en plus. Puis, plus tard, on va vous parler d'un milieu inspirant qui l'a même intégré justement dans son cursus scolaire. Je vais poursuivre avec une troisième partie qui fait partie de chaque fiche et que vous retrouvez aussi dans cette fiche-là, qui est une partie bon à savoir, qui va vous donner des petites informations supplémentaires pour susciter la réflexion et aussi pour réussir à mettre en place les différentes étapes qui viennent d'être citées par Mathilde et Dominique. Ici, le bon à savoir, c'est vraiment au niveau de l'investissement que vous allez mettre dans ce projet. Évidemment, ça va vous demander beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, une charge de travail probablement supplémentaire avec plus de fournisseurs, donc plus de bons de commande, plus de livraison, plus de facturation. Ça peut paraître un peu décourageant au premier abord, mais les répercussions sont vraiment positives et en valent vraiment la peine. Déjà en tant qu'école, comme ça vient d'être cité par Dominique, ça peut vraiment faire partie de votre projet pédagogique. Ça peut vraiment, vous pouvez mettre en place les valeurs que vous prenez dans votre école réellement avec cette idée de mettre en place un service alimentaire local et éco-responsable. Donc ça peut vraiment concrétiser vos valeurs. Et puis, en tant qu'école, c'est offrir aussi le meilleur à votre clientèle qui est majoritairement composée d'enfants qui ont besoin d'une alimentation saine pour grandir. Donc ça, rien que ça, c'est vraiment déjà c'est assez stimulant. Et puis, pour l'école, mais aussi pour le fournisseur, ça vous donne une image positive. C'est l'occasion de se démarquer et c'est vraiment une source de visibilité pour vous d'aller vers cette démarche-là. Ensuite, la fiche a une partie trucs et astuces. Cette partie trucs et astuces va d'abord vous donner des petits trucs pour aller vers des pratiques qui vont vous permettre d'économiser de l'argent sur le long terme, tout en ayant un impact positif sur l'environnement. Et vous pourrez aussi réinvestir ce gain d'argent dans des aliments
justement plus locaux et éco-responsables. Ici, je vais vous citer 3 démarches possibles. Il en existe d'autres qui sont aussi citées dans la fiche, mais que je ne vais pas expliquer aujourd'hui. La première, c'est bonifier l'offre de repas végétariens. Comme vous le savez possiblement, le secteur de la viande est extrêmement polluant. Il émet autant de gaz à effet de serre que le secteur des transports. Donc évidemment, bonifier l'offre de repas végétariens, c'est avoir un impact positif sur l'environnement. C'est aussi offrir aux élèves une nourriture possiblement plus variée, c'est-à-dire vous pouvez faire des repas avec plus de légumineuses par exemple. Si vous voulez savoir quels aliments ont le plus d'effet sur l'environnement, vous pouvez consulter le guide des menus durables qui est disponible dans la page ressources. Et puis évidemment, ça va vous permettre de faire des économies, de baisser la quantité de viande dans vos repas. Vous pouvez aussi faire un effort au niveau du gaspillage alimentaire. Donc là, évidemment, c'est quelque chose qui s'adresse plutôt aux fournisseurs, de même que d'ailleurs que l'idée de bonifier l'offre de repas végétariens, ça s'adresse plus aux fournisseurs ou alors aux personnes qui gèrent un service alimentaire à l'interne, un système qui est autogéré. Mais comment vous pouvez faire pour diminuer le gaspillage alimentaire? Ça peut être à la fois en essayant de conserver au maximum le mieux possible ces aliments. Ça peut aussi être de planifier davantage ces repas par rapport aux réels besoins. Et puis le dernier point où je vais vous donner un exemple, c'est de réutiliser les restes, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il n'y ait plus de restes en leur donnant une seconde vie. Ici, je vais vous donner l'exemple d'un milieu universitaire qui est l'Université de Montréal, mais qui pourrait très bien s'appliquer dans un milieu scolaire. L'Université de Montréal a mis en place des boîtes à lunch avec des restes donc qui vendent à un prix plus bas que les boîtes à lunch normales. Donc c'est une façon à la fois d'offrir un choix supplémentaire pour les étudiants et donc dans votre cas pour les élèves, et en même temps ça permet de réutiliser les restes, donc de limiter le gaspillage alimentaire. Et le dernier point, c'est réduire les contenants jetables. Vous pouvez, en tant que fournisseur, proposer, comme ça existe déjà chez certains traiteurs, des contenants en plastique réutilisables, ou alors même un système de consigne peut être aussi très intéressant. Et le deuxième truc et astuce concerne la saisonnalité. C'est-à-dire pour favoriser les aliments locaux saisonniers et bénéficier du rabais au volume, vous pouvez mettre en place un certain nombre de pratiques qui sont recommandées dans la fiche, comme par exemple l'espace de congélation, augmenter l'espace de congélation, ou alors les chambres froides. Évidemment, on comprend très bien que ce n'est pas possible pour tout le monde, notamment pour les écoles qui n'ont tout simplement pas de place, qui n'ont même pas de cuisine. Évidemment, ces conseils-là ne s'adressent pas à vous directement, mais davantage à votre fournisseur externe ou encore une fois aux écoles qui ont la possibilité d'avoir des installations. Et maintenant, on va rentrer dans une partie sur les milieux inspirants qui va être présentée par Dominique. Donc, oui, donc dans chacune des fiches, on a une section justement de portraits de différents milieux qui ont amorcé des démarches puis qui ont des exemples intéressants à partager. Il y avait une panoplie d'exemples, il a fallu faire un choix. Donc, je vous présente un des milieux, il y en aura d'autres dans la fiche à découvrir. Donc, je vous présente l'expérience de l'école primaire Louis de France. Dans leur cas, leur histoire, si on va en connaître un peu davantage, donc ils ont intégré un programme, donc dans l'approvisionnement s'inscrit dans ce projet plus large et éducatif qui s'appelle l'agroalimentaire s'invite à l'école. Pour ce faire, ils ont reçu quand même un appui financier important du MAPAC, mais ce qui leur a permis d'intégrer dans leur école des activités de production de fruits et légumes et des activités culinaires. Entre autres, et de faire en sorte que ces activités-là soient dans le cursus scolaire et non pas seulement en parascolaire. Pour aller plus loin, justement, toute la question de l'approvisionnement a aussi été inclus dans cette démarche plus globale. Donc, de leur côté, ils ont ouvert le dialogue avec le service traiteur qui représente un certain marché à leur école, mais qu'il y a une cinquantaine d'élèves seulement qui en bénéficient. Donc, ce dialogue-là se poursuit, mais en parallèle, ils ont quand même décidé d'aller de leur côté puis de s'approprier une certaine partie de l'offre alimentaire en réalisant un bar à salade auto-géré grâce à une bourse de la ferme à l'école. D'ailleurs, mon invité qui va être là juste après moi va pouvoir vous parler davantage de ce programme-là. Dans leur optique aussi, à cette école-là, l'importance de soutenir les producteurs locaux, mais pas seulement locaux, même régionaux, était très, très forte.
Donc, ils ont investi dans la construction d'une chambre froide pour pouvoir accueillir justement les récoltes saisonnières en quantité à l'automne, qui permettrait aussi de réduire le nombre de livraisons, puis aussi d'encourager fortement les producteurs aux environs de Trois-Rivières. L'été dernier, dans le cadre d'une analyse qui leur a permis aussi d'obtenir la reconnaissance Aliments du Québec au menu, et toujours dans leur programme de la ferme à l'école, ils ont quantifié les aliments servis au bar à salade, puis ils ont constaté que 87% des aliments qu'ils servaient étaient locaux. Et pour vous dire, comme le bar à salade, c'est vraiment géré par des éducateurs. Les élèves contribuent à la fabrication, au service, et puis c'est une fois par semaine dans l'école pour compléter l'offre alimentaire qui peut être les lunchs ou le service traiteur. Donc, dans leur cas, les ingrédients de réussite, donc vraiment l'engouement, l'engagement de la direction de l'équipe, mais aussi des bénévoles professionnels extérieurs qui ont donné vraiment un grand coup de main au projet. Le conseil de la directrice de l'école, c'est vraiment que c'est important de déployer ces ressources humaines-là nécessaires, puis d'avoir une équipe justement qui a plusieurs compétences va vraiment permettre d'aller loin dans le projet. C'est certain qu'en ayant un peu de financement, ça peut être encore plus positif. Donc, comme vous l'avez vu, dans les milieux inspirants, on a plusieurs aspects. Donc, le portrait des ingrédients, des conseils, puis un portrait là, très point par point de l'école, le nombre d'élèves, les fournisseurs, etc. Donc, on va vous laisser les découvrir les autres dans la fiche. Mais j'aimerais intégrer justement ma collègue Clara Canac de l'équipe alimentation institutionnelle d'Équiterre qui va nous présenter le programme de la ferme à l'école. Donc, je te laisse te présenter un peu plus, Clara. Bonjour tout le monde. Donc, oui, Clara Canac, je travaille sur les projets d'alimentation, mais surtout les volets éducation, donc les projets école enracinée et de la ferme à l'école. Donc, je vais partager ma présentation. Là, hop. Voilà. Donc, c'est ça, je vais essayer assez rapidement là, de vous présenter l'approche, le mouvement de la ferme à l'école, puis ce projet-là qui concerne aujourd'hui de nombreux milieux scolaires, essayer de vous partager un peu les impacts, puis les prochaines opportunités au Québec qui s'en viennent très bientôt. Donc, juste pour remettre un peu les acteurs en place, là, vous situez, ces projets sont coordonnés avec l'Organisation nationale de la ferme à la cafétéria Canada, qui a été créée en 2011 et son siège social est en Colombie-Britannique. Puis, c'est l'organisation qui coordonne le mouvement de la ferme à l'école. Donc, c'est un mouvement qui veut développer une approche intégrée de l'alimentation scolaire. Il s'agit de transformer les systèmes alimentaires. Donc, les activités sont très variées. Ça peut être la mise en place d'un bar à salade, on va y revenir, mais ça peut être aussi l'entretien d'un potager scolaire, des campagnes de financement à partir d'aliments locaux et durables comme École enracinée, c'est le projet École enracinée, puis des ateliers culinaires, des visites à la ferme. Donc, c'est vraiment des activités qui ont 3 piliers, 3 composantes très importantes dans le mouvement. C'est inciter les élèves à cultiver, cuisiner et manger des aliments sains, locaux et co-responsables. C'est favoriser un apprentissage pratique, donc l'implication, la participation des jeunes. Puis enfin, c'est permettre aux jeunes d'établir des liens avec les communautés, créer des systèmes alimentaires régionaux dynamiques. Et donc, au sein même de ce mouvement a été mis en place une initiative, c'est l'initiative de la ferme à l'école, le Canada Interfertile. C'est un peu un programme, un outil dans ce mouvement-là qui vise à mettre en œuvre des bourses, les fameuses bourses dont on vous a parlé un peu avant, mais aussi renforcer les compétences. Il y a tout un programme de formation, un centre de ressources, puis une dimension d'évaluation qui est importante. Ils sont en train de travailler sur un cas d'évaluation là, pour mesurer l'impact de programme de la ferme à l'école. Donc, c'est une initiative qui est menée dans 5 provinces avec 5 responsables régionaux différents en Colombie-Britannique, Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve et Labrador. Puis au Québec, c'est Équiterre qui se charge de la coordination. Puis vous voyez juste en dessous là toutes les autres organisations qui coordonnent. Donc, les bourses, je disais, c'est vraiment l'élément central de ce mouvement-là. Ce sont des bourses qui peuvent atteindre 10 000 $ chacune, qui sont versées directement aux écoles primaires et secondaires pour mettre en place des programmes. Donc, c'est servir des aliments locaux dans le cadre d'un bar à salade, c'est vraiment le cœur, mais c'est pas juste ça. C'est aussi favoriser l'apprentissage pratique,
par la préparation, par la consommation d'aliments locaux. Il y a toute une dimension aussi de promotion, de partage d'expérience. Donc, c'est la fondation Woolkits qui assure le financement des bourses. Donc, de la ferme à la cafétéria Canada administre, puis tous les partenaires régionaux, ils font en sorte que toutes ces bourses-là soient bien mises en place, puis accompagnent finalement les écoles dans les différentes régions, dans les différentes provinces. Donc, c'est là où je voulais vous montrer un peu un portrait global. Il y a eu 2 appels à projets pour le moment. Il y en a eu un en 2016 qui concernait juste 2 provinces. Puis, en 2018, on est passé à 5 provinces. Ça a concerné en tout 86 écoles boursières et 10 campus universitaires. 56 000 élèves concernés. Et donc, 938 000 $ accordés. C'est des bourses, comme je disais, qui peuvent monter à 10 000 $ chacune et qui sont versées directement aux écoles. Et un 3e appel à projet était en cours en 2020. Il est maintenant terminé, mais ça s'est déroulé au cours de l'hiver 2020. Et il va permettre de supporter 34 nouvelles écoles, donc 12 900 nouveaux élèves et avec 4 nouvelles provinces. Donc, vraiment, le programme, là, il s'étend. Puis, ces écoles de la cohorte 2020 à 2022 vont mettre en place leur projet là prochainement. Et donc, pour vous donner un aperçu au Québec, la province a bénéficié des 2 appels à projets en 2018 avec 9 écoles, 5 écoles primaires, 4 secondaires, puis 5 nouvelles écoles, là, tout récemment pour 2020. Et donc, le but, là, pour l'organisation, c'est de lancer un appel à projet à peu près tous les 2 ans. Donc, certainement qu'il y en aura un autre encore en 2022. Donc, le rôle d'Équiterre, c'est, comme je disais, le coordinateur provincial de la ferme à l'école, mais aussi l'organisation a participé à la création de l'organisation de la ferme à la cafétéria en 2011. Puis, vraiment, l'organisation Équiterre participe globalement à la mise en œuvre des initiatives de la ferme à l'école, comme le mois de la ferme à l'école en octobre, les conférences nationales. Puis aussi, comme le présentait tout à l'heure Dominique, Équiterre fait le suivi de la quantification des aliments locaux dans les écoles, donc met en relation les écoles avec Aliments du Québec. Donc voilà, un petit mot juste pour vous dire de surveiller les communications d'Équiterre, toujours parce que les prochains appels à projets de la ferme à l'école seront diffusés là régulièrement pour inviter les écoles québécoises à participer. Je vais essayer de vous présenter rapidement les impacts, mais c'est vraiment intéressant de voir que ça a été mesuré depuis 2017 par de la ferme à la cafétéria Canada. Ils ont fait une grosse campagne d'évaluation avec plus de 500 entretiens avec les élèves, 3000 questionnaires, des audits sur la qualité des aliments, des rondes de rapports. Donc vraiment, ils terminent là un gros cycle d'évaluation. Et ils ont fait un rapport en ligne interactif qui est vraiment très intéressant avec beaucoup de données, vraiment de chiffres. Donc, je vais en donner quelques-uns, mais je vous invite vraiment ensuite à aller le consulter si ça vous intéresse. Donc, pour la santé publique, la conclusion, c'était que les élèves acquièrent les compétences et les habitudes nécessaires à une alimentation saine tout au long de leur vie. 96% des écoles ont indiqué avoir vu augmenter la consommation d'aliments sains chez leurs élèves. Pour la partie éducation-apprentissage, les activités de la ferme à l'école, elles donnent vie au curriculum. Souvent, elles sont intégrées à celui-ci et elles facilitent l'apprentissage pratique. Là, c'est 95% des écoles qui ont été sondées partout au Canada qui ont dit que les élèves ont été mieux sensibilisés et en connaissent le jardinage, l'agriculture, l'environnement. Là, c'est une photo des bacs de l'école Louis de France, comme l'a rapidement présenté Dominique tantôt, mais c'est vraiment très intéressant dans cette école-là puisque le bar à salade est approvisionné par les 23 bacs et les 5 kilos intérieurs de l'île. Et d'ailleurs, l'école a un approvisionnement qui est complété avec les fermes de la région. Donc, ça m'amène à l'autre point qui est le développement économique communautaire. Les programmes de la ferme à l'école, ils créent des liens entre les écoles et les agriculteurs. Ils augmentent l'approvisionnement en aliments locaux. C'est vraiment 91% des écoles qui se reconnaissent aujourd'hui comme des chefs de file en matière d'approvisionnement en aliments sains, locaux et éco-responsables. Là, je vous ai mis une photo de l'école Waterloo parce que c'est un bon exemple aussi d'une école qui a tissé des liens vraiment au fur et à mesure des ans avec des distributeurs locaux, mais aussi avec d'autres écoles ou d'autres organismes.
Donc voilà, les programmes de la ferme à l'école contribuent au dynamisme des communautés scolaires et au resserrement des liens avec la communauté. Là, c'est 87% des écoles qui indiquent que le bar à salade a rehaussé le sentiment de dynamisme, d'enthousiasme à l'école. C'est vraiment quelque chose qu'on entend souvent, l'enthousiasme des élèves et du personnel le jour des bars à salade. Là, vous avez une photo de l'école Saint-Denis. Le programme est coordonné par le service de garde dans cette école-là. Et donc, en plus du bar à salade, il y a de nombreuses activités qui sont données chaque semaine autour de la préparation de collation. Mais vraiment, cette journée-là du bar à salade donne lieu à des événements toujours. Et enfin, je termine avec les bienfaits pour la communauté scolaire, mais non des moindres, puisque les programmes de la ferme à l'école contribuent au bien-être des élèves. Donc là, ils ont mesuré que 32% des élèves ont indiqué avoir amélioré leur capacité de concentration en classe et 26% ont indiqué avoir plus envie d'être à l'école. Donc là, je voulais vous mettre une petite citation d'un enseignant qui montrait que les élèves, il dit que les élèves se concentrent mieux en classe après dîner et ont hâte au prochain service de bar à salade. Donc, c'est une petite diapositive du rapport que peut-être on pourra aussi vous transmettre par la suite, qui donne un récit complet de l'initiative, puis de tous ces impacts. Puis, l'organisme de la ferme à la cafétéria a mis en place un centre de ressources. Donc, je ne vais pas vous mettre la vidéo, mais ce sont plein de vidéos de témoignages vraiment de toutes les écoles qui ont participé au programme. Il y en a en français, là, c'est une école Waterloo en anglais, mais il y a plusieurs vidéos en français. Et donc, les prochaines étapes, alors il y a les prochains appels à projets de la ferme à l'école, mais il s'agit de peut-être dans 2 ans, donc on est encore loin, mais je voulais quand même vous présenter les très belles opportunités de financement qui arrivent dans les prochaines semaines. Il s'agit d'une toute nouvelle entente avec le MAPAC et M361. L'objectif, c'est appuyer des projets pilotes pour accroître l'accès à l'approvisionnement d'aliments sains, locaux et éco-responsables dans les établissements scolaires publics québécois. Donc, c'est une enveloppe de 600 000 $ qui va être remise pour encourager ces projets-là. Ça va être réalisé en partenariat avec Équiterre et l'appel à projet il commence le 6 novembre prochain. Donc, pour vous donner un petit aperçu global, le but, c'est toujours augmenter l'approvisionnement d'aliments sains et locaux. Comment, donc ça va être différents types de projets, là, mais ils ont ciblé quand même 3 principaux types de projets qui pourraient être acceptés. Ce seraient les comptoirs à salade, l'offre de collation santé, puis la bonification du menu de la cafétéria. Et pour qui les élèves primaires et secondaires publics du Québec. Donc, il y a 2 types d'appels à projets qui vont avoir lieu. L'enveloppe, elle va être divisée en deux types de bourses. Le premier appel à projet, il est un peu classique. En fait, c'est juste présenter un projet, puis la bourse, elle va soutenir la mise en place de ce projet-là, le lancement du projet. Une trentaine d'écoles vont être retenues pour cet appel à projet-là. La période de dépôt, donc, c'est du 3 novembre au 10 décembre 2020 et ça peut aller jusqu'à 15 000 $ par projet. Le deuxième volet, c'est en fait un parcours impulsion qui va être vraiment coordonné par 100 degrés. Ils l'ont déjà fait plusieurs fois. Ça vise à soutenir le démarrage de nouvelles idées d'une façon novatrice. En fait, ça va soutenir les équipes dans la mise en place, dans le lancement de leur projet, parce que les équipes vont avoir elles vont avoir accès à des ressources, elles vont avoir accès à une forme de coaching, des ateliers pratiques, des webinaires, de la formation. Donc, il y a tout un parcours pour arriver à monter son projet. Puis, à la fin, il y a 6 équipes écoles qui pourront recevoir un montant de 25 000 $. Donc, un petit peu plus que les autres bourses, mais il y a tout ce trajet-là, un peu ce parcours d'impulsion. Puis, pour postuler au parcours, la période de dépôt, elle est la même. C'est du 3 novembre au 10 décembre. Et le parcours, il débutera en printemps 2020. Donc, voilà, j'ai essayé de faire quelque chose de rapide, mais si vous avez des questions, vous pouvez écrire à l'adresse courriel de la ferme à l'école@equiterre.org. Puis, surveillez toujours les réseaux. On essaie d'envoyer le plus possible ces opportunités de financement-là. Merci beaucoup, Clara.
C'est super intéressant. Aliments du Québec travaille beaucoup aussi avec le projet de la ferme à l'école. Donc, on est beaucoup de partenaires autour de ce programme super inspirant pour les écoles. Puis aussi, bien, avec toutes les nouvelles appels de projets, on est là aussi pour répondre à vos questions. Là, si jamais vous êtes curieux de savoir si un projet pourrait être appliqué ou pas, le 100 degrés M361 a vraiment toute une équipe d'ambassadeurs pour vous guider, là, pour vraiment appliquer, pour avoir plus de chances d'obtenir des résultats positifs. Voilà, on va passer à la dernière section, en fait, des fiches pratiques. Et puis, je vais laisser Maude. Non, c'est moi. Voilà. Non, je peux le faire comme tu veux. C'est correct. En fait, c'est ça. À chaque fin de fiche, comme vous voyez avec l'icône, on vous propose des programmes d'accompagnement, de reconnaissance, de certification, d'accréditation. Il y en a vraiment tout type. Il y a Aliments du Québec au menu. Je pourrais vous parler longuement, mais il y a plus de détails dans la fiche et sur notre site. Équiterre aussi avec divers projets de la ferme à l'école, comme Clara vient d'en parler. Vous pouvez aussi vous référer à vos tables de concertation bioalimentaire, qui ont aussi des programmes pour les établissements scolaires, qui ont de belles relations avec les entreprises aussi des régions. Puis il y a la cantine pour tous, un programme et collation. Il y a beaucoup de programmes disponibles entourant le milieu scolaire. C'est vraiment là d'aller consulter cette liste-là de programmes et de jamais hésiter, si un vous convient moins, d'aller voir peut-être celui d'à côté s'il vous convient davantage. Voilà. Moi, je vais vous parler de la deuxième section qui est aussi dans la même page, la page ressources, mais qui va vous citer un certain nombre de répertoires, de listes, de réseaux qui peuvent vous aider à mettre en place votre démarche. Donc, vous allez avoir des listes d'aliments, comme par exemple le répertoire d'aliments du Québec, ou encore Pêcher ici, manger ici du MAPAC, donc répertoire des poissons et fruits de mer du Québec. Vous allez aussi avoir accès à des noms de réseaux, comme par exemple le réseau des femmes et de famille, ou encore à des listes de fournisseurs comme liste des fournisseurs d'aliments locaux et éco-responsables ou les listes de production animale et végétale du Québec, du MAPAC. Je laisse la parole à Dominique pour terminer cette section ressources sur les outils pratiques. Donc, comme Maud en avait parlé, mon son est là, oui. Okay, c'est bon. Comme Maud en avait parlé au début, excusez-moi, il y a plusieurs outils qui vous êtes comme soulignés par les icônes, mais dans la section ressources, vous allez les retrouver ou les liens pour justement mettre la main dessus. On a mis dans cette section-là un exemple de tableau de quantification pour ceux qui voudraient faire le portrait de leur approvisionnement. Donc, en exemple, le tableau de quantification d'Aliments du Québec au menu. Il y a d'autres outils pour vous aider à faire des choix donc, au niveau de l'analyse de votre menu dans le cadre des fournisseurs ou des gens en autogestion. Donc, les ressources sont plus globales pour l'ensemble. Le guide des menus durables, c'est pour vous aider à choisir justement en priorité certaines catégories d'aliments qui auraient plus d'impact quand on commence ce genre de changement-là. Des recettes locales standardisées THQ qui sont à venir. Alors, vous surveillerez le site en ligne sur Aliments du Québec au menu. C'est un projet en partenariat qui devrait survenir sous peu. On a aussi des études. Il y a des choses qui sont peut-être la trousse d'outils, elle est plus disponible pour le réseau de la santé, mais à l'intérieur de cette trousse d'outils-là, pour tout ce qui est justement l'aspect institution publique, approvisionnement par groupe d'achat, justement les appels d'offres publics, pour ceux que ça concerne, soit les centres de services scolaires ou en tout cas ceux qui fonctionnent de cette manière-là, ça pourrait être très intéressant de mettre la main sur cette trousse d'outils-là. Donc, même si vous n'êtes pas du réseau de la santé, c'est très pertinent. Et ensuite, pour l'aspect plus conservation, meilleure conservation, durabilité là, des arrivages de produits locaux dans vos chambres froides, bien, il y a un guide technique de l'AQAP qui est disponible, qu'on peut demander. Toutes les infos sont dans la fiche. Alors voilà. Puis il y a aussi un peu, on a mis des documents de référence que vous connaissez déjà ou que vous pourriez justement bénéficier à connaître, donc le cadre de référence pour l'achat d'aliments dans le marché institutionnel, puis votre politique cadre du ministère de l'Éducation, donc que vous connaissez, mais on l'a mis quand même en référence parce que même si ça fait peut-être longtemps des fois qu'on ne l'a pas consulté, elle contient quand même beaucoup d'éléments intéressants. Donc voilà pour les ressources. Donc c'est dans chaque fiche, à la fin de chaque fiche, vous retrouvez tout ce qu'on vous a mentionné. Donc, on arrive vers la fin de la présentation, donc la période de remerciement.
Donc, on se remercie, comme on dit, on s'auto-remercie. En fait, les bailleurs de fonds sont le MAPAC et Aliments du Québec pour les fiches pratiques. Donc, je les remercie pour leur soutien, pas seulement financier, au niveau de la consultation aussi, puis de la réalisation des fiches. Donc, merci Mathilde, merci MAPAC. Et nous, on remercie Équiteur aussi pour le beau travail. C'est vraiment un outil qu'on pense complet, puis on espère qu'il va pouvoir vraiment vous soutenir. On a un merci aussi à tous justement les acteurs des programmes, les gens dans les écoles qui s'investissent dans les programmes d'alimentation saine, locale et éco-responsable. C'est vraiment un merci à vous aussi d'essayer d'engager le plus possible les élèves dans les démarches. Merci beaucoup aussi à Clara d'être venue nous présenter le programme un peu plus en détail puis les opportunités qui s'ouvrent à vous. Puis, on laisserait comme peut-être 1 minute si jamais il y a des personnes qui auraient des questions à nous poser, juste à le faire via le chat en bas ou via le question-réponse en bas. Sinon, vous savez que vous pouvez nous joindre en tout temps avec nos courriels qui sont disponibles. Moi, je vais vous faire suivre la rediffusion de ce webinaire et un lien vers les fiches pratiques que vous pouvez déjà quand même trouver en ligne sur le site d'Aliments du Québec au menu ou de Équiteur. Voilà. On est disponible pour les questions. S'il y en a, on va les lire tout haut et répondre pour l'ensemble. On est tellement clair que vous n'avez pas de questions. Donc, on va conclure. Puis, si jamais vous avez des questions qui émergent suite au webinaire, une question! Non, c'est un merci. Merci de dire merci. Merci aussi pour les merci. Donc, je vous souhaite à tous une très belle journée et au plaisir.